regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Une réalité a été largement diffusée et commentée. À la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique de la France s'établissait à 3 300 milliards d'euros. Et le coût financier annuel de cette dette est estimé à 53 milliards d'euros en 2024 et pourrait être beaucoup plus élevé donc dans les années à venir. Ces chiffres montrent la profondeur abyssale du problème, même si la France possède un patrimoine important qui compense un peu cette dette. Or, celle-ci résulte de bien des maux dont souffre notre pays. Mais veut-on vraiment les identifier et s'y attaquer ? Mon propos n'est bien évidemment pas d'en rajouter à l'anxiété ambiante, mais de m'interroger, savoir si un regard chrétien est possible et peut conduire à une approche différente de pistes de solutions. Donc, la situation est grave. Et elle a été largement médiatisée par le gouvernement comme raison, comme justification de la réforme des retraites, mais aussi par les partisans d'une politique de rigueur économique. Et cette situation met en évidence de graves risques. Risques pour le pays, risques financiers d'appauvrissement du pays par le coût de cette dette, par ses intérêts, risque de dépendance par rapport à nos créanciers, risque de déclassement économique. C'est aussi une menace pour la protection sociale, les retraites, la santé, les aides sociales, les secours aux plus pauvres en particulier. Risque aussi pour les générations à venir à qui on transmet cette dette. L'idée d'une nouvelle réforme plus sévère de retraite et de tailler dans les dépenses sociales génère une inquiétude forte chez les Français. Et le projet d'augmenter les dépenses pour financer un effort militaire important ne peut qu'aggraver les craintes. Or, pour redresser la situation, il faut d'abord identifier les vraies causes et s'y attaquer. Et l'une d'elles est très peu évoquée, c'est l'effondrement de la natalité. En regard de l'allongement de la durée de la vie, elle génère un déséquilibre majeur. C'est une cause essentielle des déficits sociaux. Or, la plupart des médias n'en parlent presque pas, sans doute par peur d'être accusés de remettre en cause la liberté sexuelle, l'avortement, d'être étiquetés d'extrême droite. Le fameux slogan de Vichy, « Travail, famille, patrie », est souvent repris pour qualifier de fascistes ceux qui soulignent l'importance d'une vraie politique en faveur de la famille et de la natalité. Une question essentielle, a-t-on fait un réel effort pour enrayer la cause principale du problème que représente la baisse des naissances et le non-renouvellement des générations? Par exemple, les coups de canif donnés dans la politique familiale depuis des décennies ne vont pas dans ce sens. C'est plus à une déstructuration de la famille qu'à une prise en compte des obstacles à la natalité que nous avons assisté. La question de la conciliation de la vie de famille et de la vie de travail en regard des enfants, l'incidence aussi de la maternité sur la carrière des femmes, l'image des femmes et bientôt des hommes qui choisissent d'élever leurs enfants, ces sujets n'avancent pas au rythme de l'urgence que nous vivons. Lorsque nous avions abordé ces sujets au ministère du Travail il y a quelques années, la ministre du Travail nous avait répondu de façon cinglante « Nous avons eu trop de mal à mettre les femmes au boulot, ce n'est pas pour les remettre maintenant au fourneau ».
Autant dire qu'il n'était absolument pas question donc d'aborder cette question de conciliation de temps de vie et de travail. Ce que nous demandions, c'était de voir comment moins pénaliser les mères, ou maintenant les pères de familles nombreuses, avec une carrière discontinue, par exemple. Cette réaction met en évidence l'obstacle idéologique majeur auquel nous nous heurtons. L'approche féministe préfère réduire ou sacrifier la maternité perçue comme un obstacle à l'égalité des carrières plutôt que d'en prendre pleinement en compte les effets pour qu'ils ne soient pas générateurs d'inégalités. Si, à partir d'un certain nombre d'enfants, la mère ou donc le père, mais c'est un autre débat, est obligé de cesser au moins provisoirement son activité professionnelle, cela se traduit par une image dégradée, la mère au foyer, mais aussi par un risque social important, par exemple en cas de décès du conjoint qui a l'activité professionnelle. Les évolutions à la baisse des pensions de réversion et de la prise en compte du nombre d'enfants au travers des parts fiscales, par exemple, aggravent la situation de bien des familles nombreuses au moment de la retraite ou en cas de veuvage. Cette politique aurait certes un coût, mais le coût des non-naissances n'est-il pas plus élevé qu'une vraie politique en faveur de la famille et des naissances? Autre élément, l'accès aux études supérieures de plus en plus longues d'une majorité de jeunes retarde l'âge de mise en monde du premier enfant. Et se pose donc la question maintenant de la conciliation de la vie d'étudiant et de la maternité. Alors, est-ce vraiment trop politiquement incorrect que d'essayer de traiter cette question? La féminisation de certains métiers, en plus, est incompatible en l'état avec la maternité. C'est aussi un facteur important de baisse de la natalité auquel il faut réfléchir. D'autres obstacles sont aussi à prendre en compte. Par exemple, l'explosion des coûts des logements urbains. Lorsque la famille grandit, la nécessité d'un logement plus grand génère un coût d'autant plus important maintenant. Les besoins liés aussi à la consommation, aux loisirs, n'encouragent pas à aller vers une famille nombreuse, car cela risque effectivement de réduire la possibilité de ces dépenses. Des mouvements de défense de la famille, comme les AFC, les associations familiales catholiques, soulignent l'affaiblissement et l'inadaptation de la politique familiale en France. C'est même un combat très important pour eux. Or, une remarque importante, de nombreux pays d'Europe, à commencer par l'Allemagne, ont obtenu des résultats en prenant des mesures en faveur de la famille. On ne peut donc pas dire que c'est inutile ou une dépense à perte. Les budgets consacrés à une vraie politique familiale dynamique ne sont donc pas des dépenses à perte, mais des investissements sur l'avenir. Une autre évolution pèse très lourd également, c'est ce que représente l'enfant pour les parents. S'il est seulement la réponse à un besoin profond de maternité ou de paternité, une ou deux naissances peuvent suffire à satisfaire ce désir. Si le fait de donner la vie s'inscrit par contre dans une volonté de construire une famille plus grande, de répondre d'ailleurs à l'appel de Dieu, d'être co-créateur par le don de la vie, cela ouvre la porte à plus d'enfants. L'évolution de notre société ne va malheureusement pas dans ce sens.
Je pense, par exemple, à la blessure d'une cousine qui attendait son 9e enfant et qui s'est fait traiter de lapine par un médecin qui voulait faire pression sur elle pour avorter. L'image que donnent les médias de la famille, je pense aux séries télévisées, je pense à toutes les émissions, où la famille se décompose, se recompose, où l'enfant est un cadeau qu'on se fait, tout cela n'améliore pas l'image de la famille, et encore moins l'image de la famille nombreuse. Le fait que le couple puisse plus facilement choisir le nombre d'enfants conduit toutes les sociétés concernées à un effondrement de la natalité et à un déficit démographique. Cette baisse, à terme, ouvre sur la perspective, dans le cadre en plus d'un hédonisme généralisé où la famille serait un obstacle à la consommation, cela ouvre donc la perspective de la disparition même de la civilisation qui ne se reproduit pas. Et cette évolution, donc, vers le déficit démographique aggravé, pèse de plus en plus lourd sur le déficit public. Elle a un premier effet direct, car le développement d'une économie est lié à une croissance. Et cette croissance est remise en cause par la dépopulation, car elle pèse entre autres sur la consommation, mais aussi sur le dynamisme économique qu'a une société plus jeune. Cette tendance à la baisse se trouve en plus amplifiée par les problèmes d'environnement qui tendent à réduire la consommation et donc la création de richesses ou à refuser de donner la vie par peur de l'avenir. Le malthusianisme a un autre effet, largement repris pour justifier la réforme des retraites. Si la population au travail se réduit alors que la population retraitée augmente, la charge sur les actifs s'alourdit d'autant mathématiquement. À l'inverse, la répartition des coûts des retraites sur une population beaucoup plus importante nécessiterait peu ou pas d'intervention de l'État, donc de déficit. Le quoi qu'il en coûte appliqué à la famille représenterait donc bien un investissement sur l'avenir. On peut, à ce propos, mesurer à quel point le croissez et multipliez-vous de la Genèse est nécessaire, profondément nécessaire pour une société. Le recours à l'immigration peut certes compenser à court terme le déficit des naissances en fournissant la main-d'œuvre qui manque et des naissances supplémentaires, donc des jeunes. Mais il génère des problèmes très lourds, refus ou difficultés d'intégration, peur de la population d'origine dont la culture peut être remise en cause, et se pose en particulier le problème de l'immigration islamiste qui rêve de transformer le pays en califat. Alors, je ne parle pas bien évidemment de tous les musulmans, je parle bien des islamistes. Et pour répondre à un problème potentiel important, on en crée un, lui aussi, très important et plus profond. D'autre part, si cette population importée, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, s'intègre, elle va probablement elle-même réduire son nombre d'enfants en évoluant, pour les mêmes raisons, vers le même malthusianisme. L'immigration, qui est aussi un autre problème par rapport aux pays en difficulté, et que je ne traite donc pas ici, mais cette immigration peut réduire les effets de l'effondrement démographique, mais on le voit, ce n'est probablement pas une solution à long terme. Dans ce contexte, les dépenses de solidarité sociale ne sont plus assurées par le renouvellement de population, et l'État s'endette pour financer leur hausse. Une politique volontariste en faveur de la famille
porterait rapidement des fruits par l'activité générée, donc à court terme, mais aussi à plus long terme, par l'équilibre démographique. Le caractère différé de cet effet n'encourage malheureusement pas les gouvernements successifs à mener une politique dont ils bénéficieront peu à court terme, donc peu électoralement. Ce sont plutôt les successeurs qui risquent d'en bénéficier. En plus, cette politique leur vaudrait souvent d'être taxée d'extrême droite dans le contexte actuel. Une fois de plus, c'est donc la question de gouverner pour le bien commun ou non qui est posée. Dans le même temps, la faiblesse des bas salaires, la permanence du chômage également, aggrave les transferts des revenus du travail sur la solidarité. Or, cette solidarité est très largement financée par l'État. Et cela, faute de nouvelles ressources, réduit encore les marges de manœuvre politiques. Une autre circonstance aggravante est peu évoquée, c'est l'insuffisance de la création de richesses en France en regard du train de vie. En effet, le déficit résulte aussi d'un manque de ressources. Celui-ci est, selon bien des économistes, d'abord lié à l'insuffisance de la création de richesses en France. Les besoins énormes pour la reconstruction des pays d'Europe après la Seconde Guerre mondiale ont permis le développement de productions à faible valeur ajoutée et peu en pointe techniquement, au moins en France. L'importation de main-d'œuvre, par exemple de pays du Maghreb, a également permis de maintenir une compétitivité artificiellement et de plus en plus remise en cause par les importations de pays à bas coût de main-d'œuvre. Certains fleurons, comme l'aéronautique ou l'automobile, ont pu résister grâce à la technologie, mais l'envol des prix de l'énergie et le coût de la main-d'œuvre ont eu un impact dramatique sur des industries peu adaptables et peu portées par la recherche et l'innovation. La crise des années 70, ne serait-ce que par l'envolée des prix de l'énergie, a accéléré ce processus de désindustrialisation. Le développement de l'activité de service n'a pas compensé non plus cette perte et crée peu de richesses. Les règles européennes et internationales sur la concurrence, avec les fameux accords de libre-échange, limitent nos marges de manœuvre alors que la concurrence est étendue aux produits de haute technologie. Une vraie politique industrielle à long terme est donc totalement nécessaire pour contrer cette évolution et orienter plus nos dépenses vers la recherche, la mise en œuvre en France des découvertes et l'investissement qui va de plus en plus au développement du pays, au développement industriel du pays. Cela suppose de se questionner sur les affectations massives de budget vers des activités non productives, comme les loisirs ou des dépenses administratives. La réduction du temps de travail, la baisse de l'âge de la retraite, maintenant remise en cause, les congés supplémentaires, le chômage, pour ne citer que cela, tout cela contribue également à la baisse d'activité productrice et productive en France, même si les gains de productivité compensent en partie cette perte. L'affaiblissement de la valeur travail, que nous avons souvent traité dans des émissions sur Radio Espérance, par rapport aux loisirs, contribue à cette évolution. En effet, cela conduit à préférer consommer les richesses créées qu'à les produire, et donc ne pas être dans la logique que nous propose la Genèse.
Et comme le rappelle le pape François dans Laudato Si, c'est quand même bien à une croissance respectueuse de la création que nous sommes appelés. Cette évolution est en soi un grand investissement, mais un investissement aussi sur l'avenir de notre création. Agir sur la natalité, comme nous venons de le voir, est donc un grand investissement, mais ne dispense pas de réduire les dépenses peu productives qui pèsent sur notre pays, comme par exemple le coût de l'administration. L'inflation du personnel dans des services publics est souvent citée comme une cause très importante de coûts. Les multiples agences d'État, les collectivités territoriales et l'administration de l'agriculture, de l'éducation nationale, de la santé, de la culture, tout cela est cité comme cause de coûts importants. Et le millefeuille administratif lié à une gestion du personnel sur laquelle il y a peut-être à réfléchir sont des causes majeures de cette inflation. Les normes que l'on multiplie en France ont probablement, elles aussi, un impact important. Un rapport était intitulé « La France, le pays aux 400 000 normes », et ce rapport, ce chiffre est lui-même contesté, car il serait en fait bien supérieur d'après des spécialistes. Donc ces normes, bien sûr, sont nécessaires, et ne serait-ce que, par exemple, en droit du travail, pour protéger les salariés, pour protéger d'ailleurs aussi les entreprises, par exemple de la concurrence, etc. Donc les normes sont nécessaires, mais les emploie-t-on à bon escient ? La doctrine sociale de l'Église, et à commencer par Rerum Novarum de Léon XIII, est très claire sur la nécessité de règles et de dispositions, ne serait-ce que pour protéger les plus faibles. Mais la France est dans une sorte de folie normative très largement poussée par l'Europe. L'Europe qui, elle-même, est une très grosse productrice de normes. Et donc, dans le même temps, on a des gens qui gèrent les normes, d'autres qui gèrent ceux qui gèrent les normes, et ces normes sont à revoir parce qu'elles doivent souffrir d'exceptions, les exceptions appellent une modification nouvelle des normes, etc., etc. Et c'est ainsi qu'on voit, par exemple, les agriculteurs se révolter contre la façon dont est traitée l'agriculture par rapport à la question des normes. Les administrations, comme les hôpitaux, où il y a plus de personnel administratif que soignant, l'éducation nationale, où les profs sont moins nombreux que le personnel administratif, tout cela mériterait une vraie réflexion, une réflexion approfondie, à la fois sur le rôle de l'État, le rôle des normes, et sur même la subsidiarité. Est-ce que l'État, par les normes, ne gère pas des choses qui devraient être déléguées ? Si on demande un effort aux Français pour améliorer la situation financière du pays, pour que cet effort soit considéré comme légitime, il faut, encore une fois, que la dépense publique soit perçue comme gérée avec un minimum de rigueur et que cet effort soit perçu comme juste. Les scandales qui éclaboussent, par exemple, la classe politique, les rapports de la Cour des comptes, souvent sans suite, qui montrent année après année des gaspillages, tout cela ne rend pas facile l'idée d'un effort important. En conclusion, des solutions pour être justes et efficaces doivent répondre à certaines conditions. La recherche d'une politique orientée vers le bien commun, qui s'inscrit dans la durée et qui réponde à des objectifs clairs et partagés. Vouloir la justice pour que les plus pauvres et les plus faibles ne soient pas victimes de l'effort est également très important, et surtout que la réduction de toutes les formes, par exemple, de fraude, de tricherie, soit une priorité
car cela compromet effectivement de façon importante le fonctionnement du pays. Et bien sûr que la gestion de l'État soit plus juste, plus modérée, donc inspirée, encore une fois, par le bien commun, inspirée par l'Esprit Saint, ce qui justifie encore plus l'appel de saint Paul à prier pour nos dirigeants, à prier pour notre pays, que nos dirigeants soient vraiment inspirés par l'Esprit Saint dans leur gestion, qu'ils cherchent le bien et le bien du pays, donc avant leurs résultats électoraux, avant le bien de leur parti, avant la reconnaissance même peut-être qu'ils pourraient tirer de leur mandat. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.